Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors officiellement on nous dit la France préserve, défend les langues régionales et elles sont nombreuses, le flamand occidental, le picard, le francisque-lorrain, l'alsacien, le breton, le gallo, le basque, l'occitan, le catalan, le franco-provençal, le corse, le créole, martiniquais, guadeloupéen, guyanais, réunionnais, le tahitien, le mahorais, le kanak. Voilà toutes les langues qu'il faut défendre et qui font partie de notre culture et pourtant, dans les faits, la France multiplie des décisions qui vont dans le sens contraire. Par exemple, dernièrement, le 9 mars, le tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet, a annulé la possibilité d'utiliser la langue corse lors de débats de l'Assemblée de Corse, même si l'utilisation de cette langue n'était ni obligatoire ni contraignante et systématiquement traduite en français. Le 8 février dernier, c'était le Parlement qui votait en faveur de la loi 3DS, qui prévoit des mesures de simplification de l'action locale publique. Dans le cadre de cette loi dite de simplification, on les connaît, ces lois de simplification qui en général compliquent les choses, la Poste demande aux communes de franciser les lieux-dits dont le nom existe pourtant depuis plusieurs générations. Certains maires, d'ailleurs bretons, s'y sont opposés. Nous sommes avec l'un d'eux qu'on vous présentera. Mais encore, en janvier 2023, ce sont des parents, et on en avait parlé ici à l'antenne, qui se voient interdire le droit d'appeler leur fils Artus. Artus avec un accent aigu sur le U, comme cela se fait dans la tradition occitane. Ça aussi, interdit par l'état civil. Si on remonte encore un peu plus loin, le 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel, saisi par Jean-Michel Blanquer, a censuré partiellement la loi dite de protection patrimoniale des langues régionales et leur promotion pour interdire l'enseignement immersif. Alors, si l'on comprend qu'il est nécessaire de défendre l'unité d'une nation, l'unité de la nation française, au travers d'une langue commune, d'un État, d'une justice, d'une armée, on ne va pas revenir sur l'édit de Villers-Cotterêts, mais tout de même, là, on a du mal à comprendre ces attaques contre les langues régionales, sur ces langues régionales qui sont également des traditions, des cultures, qui sont portées également par la France. Alors, est-ce que finalement, elles ne font pas partie intégrante de notre culture et donc de notre identité nationale? Et pourquoi, dans ce cas-là, les malmener comme c'est le cas aujourd'hui? C'est ce qu'on tente de comprendre dans cette table ronde avec mes trois invités. Alors, nous sommes avec Renaud de Clermont-Tonnerre. Bonjour. Bonjour madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Plouégat-Guérand qui a récemment remporté qui a récemment remporté cette bataille contre la Poste dont je parlais tout à l'heure pour garder les toponymes en langue bretonne. On va en reparler, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé. Nous sommes avec Jean-Baptiste Coyos, c'est bien comme ça qu'on prononce ? Oui, tout à fait. Et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de l'Académie de la langue basque, Pays basque nord d'ailleurs. Vous allez nous préciser les différences de langue basque tout à l'heure. Et puis, alors je ne sais pas si on a réussi à récupérer Philippe Boula de Mareuil. Oui. Bonjour, vous êtes linguiste, chercheur du CNRS et vous utilisez les nouvelles possibilités qui sont offertes par l'ordinateur, par l'intelligence artificielle, notamment pour étudier comment les langues varient selon les accents et les styles de parole. Vous êtes auteur de ce livre « D'où viennent les accents régionaux » aux éditions Le Pommier. Alors pour commencer peut-être, je vais me tourner vers vous, Renaud de Clermont-Tonnerre, pour que vous puissiez nous raconter un peu votre histoire qui est peut-être la plus récente. Alors, écoutez, pour être très simple, je tiens à préciser tout de suite qu'à la suite des articles qui sont sortis dans la presse, puisque tous nos conseils municipaux sont bien entendu suivis par les correspondants de la presse locale, oui. Et que ça fait peu, c'était pas du tout quelque chose, on était un peu surpris par ça. Depuis, nous avons eu une réunion avec la Poste qui s'est rendue à nos raisons. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement, les différentes lois dites de simplification ne simplifient pas tout, et je crois qu'elles ne sont pas toujours forcément compréhensibles par ceux qui sont chargés de les appliquer. C'est surtout ça. Et franchement, l'honnêteté m'oblige de dire que je crois que c'était beaucoup plus de la part de la personne qui nous conseillait, comment dirais-je, je ne veux pas dire un manque de connaissances, mais dans un manque de questions très complexes, qu'une volonté, si vous voulez, comment dirais-je, farouche, de vouloir tout transformer. La vraie question qui se pose, si vous voulez, c'est que la fameuse loi 3DS, dit plusieurs choses, ou que nous partageons. C'est qu'il est important que chaque adresse, même dans nos pays d'habitat dispersé, soit numérotée,
ce n'est pas simplement pour les livreurs, ce n'est pas simplement pour la fibre qui arrivera un jour, mais c'est surtout pour que les services de sécurité, les ambulances, les pompiers, les gendarmes puissent arriver dans les meilleurs délais à un endroit où ils sont appelés. Nous avons trop vu de gens, si vous voulez, qui malheureusement, au prix de crise cardiaque ou choses comme ça, n'ont pas pu vraiment être sauvés parce que le temps de trouver l'endroit où ils habitaient n'a pas permis d'arriver à temps. Oui, non, mais on comprend très bien que la loi soit écrite sous de bonnes intentions, mais qu'après, c'est plutôt sa mise en œuvre qui parfois pose problème. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ce qui se passe à chaque fois hein, dans ces entre guillemets, attaques contre la langue, contre les langues régionales. Hein, quand on voit l'état civil qui interdit aux parents d'appeler leur bébé Artus avec un accent aigu sur le U, je pense qu'il n'y a pas de volonté de nuire particulièrement à cette famille. Hein. Non, c'est une absurdité. Voilà, c'est le genre d'absurdité normative qu'on peut connaître en France. Et c'est peut-être le premier problème, hein, d'ailleurs. Alors, je me tourne vers Jean-Baptiste Coyos. Vous défendez, vous êtes vice-président de l'Académie de la langue basque, dont on a entendu tout à l'heure un extrait chanté. Est-ce que vous aussi, vous sentez, ou le basque arrive peut-être un petit peu mieux à se défendre, vous sentez quand même des attaques contre la langue basque, des privations régulière? Oui, alors tout d'abord, je vous signale que la chanson que vous avez passée est en français et non pas en basque. Certes, elle est chantée au Pays Basque, au club de l'Aviron Bayonnais, mais c'est une chanson en français. Mais concernant les attaques... On a eu une version basque au début, mais bon, ouais. Ah oui, je ne l'ai pas entendu. Concernant donc les attaques, évidemment, il faudrait remonter loin dans l'histoire. Très, très loin même. Mais on peut commencer, si vous voulez, à la Révolution. Je vais être très bref. Hein, le rapport de l'abbé Grégoire qui disait qu'il fallait éliminer toutes les langues qui n'étaient pas le français pour que tous les Français parlent français et uniquement français. Et évidemment, ce travail était assez efficace puisqu'on en est arrivé à un moment où la langue, au moins en Pays Basque, mais ailleurs encore plus peut-être, n'était quasiment plus transmise en famille. Et donc, on a développé une politique linguistique plus puissante parce que les pouvoirs publics côté basque espagnol ont des moyens. Il faut savoir que, par exemple, le gouvernement autonome basque lève l'impôt, c'est lui qui lève l'impôt et qui en donne ensuite une quote-part à l'État espagnol. Donc, on a une politique linguistique très puissante. Mais côté français aussi, on avance, alors plus ou moins bien, on peut être plus ou moins satisfait, mais effectivement, on peut, par exemple, je vous donne un exemple, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voici, pour donner une idée, il faut savoir qu'en maternelle, en Pays Basque de France, donc la moitié du département des Pyrénées-Atlantiques, 49% des enfants sont inscrits en maternelle, en bilingue ou en immersif. L'immersif, c'est, chez nous, on les appelle les Ikastolas, c'est les écoles où on ne parle qu'en basque et où on introduit le français uniquement à partir du CE1. Mais alors justement, ils sont 42%, pardon. Il y a eu cette décision du Conseil constitutionnel qui empêchait la promotion de l'enseignement immersif. Oui, il y a eu un gros combat qui n'est pas complètement gagné puisque la loi Molac a été, comment on va dire, saccagée. On a enlevé 2 articles essentiels, dont l'un qui reconnaissait l'immersion comme un système pédagogique aussi convenable que les autres. Mais on continue et il faut observer ceci en Pays Basque, dans le service public, mais aussi dans le service privé catholique, en maternelle, et ça commence en primaire, on a aussi l'immersif, donc c'est plus l'enseignement bilingue, mais l'immersif qui se développe, avec l'accord évidemment des autorités, puisque toutes les écoles sont sous contrat avec l'État. Bien sûr, d'accord. Donc c'est quand même une victoire du côté de la langue basque. Alors je me tourne vers Philippe Boula de Mareuil. Vous êtes linguiste, alors vous étudiez notamment les accents régionaux. Mais avant de se pencher sur cette question, est-ce que vous pourriez dire qu'aujourd'hui on est dans quelle tendance en France? Est-ce que vous avez l'impression que les langues régionales sont plutôt un petit peu mieux reconnues qu'à un certain temps ou au contraire toujours un peu contrariées? Merci.
Et j'ai travaillé, oui, pendant des années sur la question des accents régionaux. Ça m'a depuis quelques années aussi conduit à travailler sur le contact avec les langues régionales. Et avec des collègues du CNRS, on a mis au point un atlas sonore des langues régionales de France, hein, qui met en valeur cette diversité. Alors, cette diversité, malheureusement, elle est menacée aujourd'hui. C'est plus la République qui est menacée par les langues régionales. C'est les langues régionales qui sont menacées par cet article 2 de la Constitution qui ne reconnaît que le français dans la société qui se veut indivisible. Alors, la tendance, malgré peut-être quelques chiffres plutôt favorables en matière de basque, sont, je crains, tous alarmants, hein, sur le déclin des pratiques dans ces langues régionales, mais il faut se mobiliser pour favoriser cette richesse. Mais comment vous vous expliquez justement que la République française se sente, peut-être, vous l'avez dit, hein, ce n'est plus la République qui est mise en danger par les langues régionales, mais les langues régionales qui sont mises en danger par la République. Comment vous vous expliquez? Ça veut donc dire que la République, finalement, d'une certaine façon, veut continuer de détruire cette richesse culturelle, volontairement ou involontairement. Comment vous l'expliquez? Par l'histoire, ça s'inscrit dans une longue lignée depuis l'édit de Villers-Cotterêts. Oui, mais on n'y est plus. Je veux dire, l'unité de la France est quand même bien assise, là. Quand même, encore aujourd'hui mise en avant, depuis donc, aussi le rapport de l'abbé Grégoire. On fait partie d'un pays dont l'histoire est celle d'une nation très centralisée. Et aujourd'hui encore, les arguments de droite comme de gauche sont arc-boutés sur un passé révolu, idéalisé, du français qui rayonnerait dans le monde entier. Et ça, c'est l'argument libéral aussi, que ça coûte cher de maintenir une grande diversité linguistique, parce qu'on peut compter en France avec les Outre-mer plus de 70 langues. Donc, les mettre sur un pied d'égalité juridique et constitutionnel est difficile. Oui, alors le français qui rayonnerait, comme vous l'avez dit, ça c'est intéressant également parce que on a aussi une question avec la francophonie qui elle-même est mise à mal. Mais est-ce une raison pour, a priori, elle n'est pas mise à mal par les langues régionales, mais plutôt par une forme de franglish, enfin d'anglais mixé de la mondialisation. Et ça c'est encore une autre question. Mais il est 8h01 sur ligne droite, on fait un rapide point sur les informations et on refait un tour de table pour mieux comprendre ce qui se passe autour des langues régionales. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Une table ronde autour des langues régionales, facteur essentiel ou pas à l'identité française. C'est la question que l'on se pose. Nous sommes avec Renaud de Clermont-Tonnerre, maire de Plouéga-Guérand, qui a récemment remporté une bataille contre la Poste pour pouvoir garder ses toponymes en langue bretonne. Nous sommes avec Philippe Boula de Mareuil, linguiste, chercheur au CNRS et auteur de ce livre « D'où viennent les accents régionaux » aux éditions Le Pommier, et Jean-Baptiste Coyos, vice-président de l'Académie de la langue basque. Alors, Renaud de Clermont-Tonnerre, donc vous, en Bretagne, je voudrais vous poser une question que je vais poser à tous et à laquelle on arrivait finalement, ce paradoxe aujourd'hui. On a l'impression que, comment dire, on pose des contraintes aux langues régionales au nom de la défense de la francophonie qui est mise à mal aujourd'hui, on le sait, mais sûrement pas par les langues régionales, plutôt par l'invasion de l'anglais américain et des espèces de mix entre le français et l'anglais. Alors finalement, est-ce qu'on ne se trompe pas d'ennemis? Je le crois totalement. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec beaucoup de gens de la façon dont les hussards noirs de la République, dont personne ne conteste tout ce qu'ils ont fait de bien, mais les instructions qui leur étaient données, c'était d'empêcher les enfants de parler breton, basque ou provençal dans l'école, avec des méthodes qui étaient assez particulières, on peut dire. C'est-à-dire ? Mais ce qui est dommage, c'est que c'est-à-dire que par exemple, il y avait le fameux bâton de la honte. Quand l'instituteur voyait un enfant qui parlait en langue régionale, il avait le bâton de la honte et le seul moyen de s'en débarrasser, c'était de dénoncer un camarade. Ah oui. Je trouve que pour l'éducation des vertus, ça va très loin. Oui. Mais cela dit, ce danger menace le français. Je crois que la meilleure protection pour
le français, c'est justement de reconnaître ces langues locales et régionales auxquelles les gens sont attachés. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que bien sûr, je vois le breton, moi-même je ne parle pas breton parce qu'à l'époque, on avait honte d'enseigner le breton à les enfants. Tous mes amis locaux parlaient le breton, ils ne l'ont jamais appris à leurs enfants. Il y avait la honte. La honte a disparu. La honte a disparu grâce aux écoles d'Iwan aussi, et grâce aussi aux écoles bilingues de l'éducation nationale qui se sont bien développées, il faut le reconnaître. Oui, donc il y a quand même un effet. Moi, c'est aussi l'impression que j'ai, notamment au Pays Basque, quand je pose la question aux Basques, qu'il y a un retour de ces écoles bilingues ou immersives qui permettent. En fait, il y a eu un saut de génération, on est passé des grands-parents aux petits-enfants. Et souvent, la génération au milieu ne parle pas forcément basque, mais on voit la grand-mère qui peut échanger quelques mots avec le petit-enfant. Donc, moi, j'avais cette impression d'un retour d'acceptation, en tout cas, de la langue régionale. Et puis, c'est vrai que quand on regarde dans les faits, quand on regarde ces décisions administratives, on peut également se poser des questions. Jean-Baptiste Coyos, concernant justement ces écoles, vous aussi, vous avez eu ces échos des hussards noirs de la République pour qui il fallait vraiment éradiquer toute présence d'une langue régionale. Et puis, avec aujourd'hui tout de même une évolution positive dans ce sens-là? Oui, tout à fait. Je prendrai un exemple personnel. Ma mère, qui était basque évidemment, c'était sa langue maternelle, a appris le français. Elle était née en 1914. Elle a appris le français à 6 ans à l'école. Elle est devenue institutrice, donc elle s'est mise à transmettre le français. Et moi, elle m'a parlé en basque jusqu'à que j'aille à l'école, mais j'étais à 2 ans à l'école. Conclusion, là, on a ce que vous venez de décrire, on a eu une perte de la transmission familiale, une certaine génération, et là, c'est l'école qui était un des moteurs essentiels pour faire disparaître les langues régionales qui devient un moteur pour revitaliser ces langues. En tout cas, pour la langue basque, c'est bien clair. On a de ce côté-là un point très positif concernant la politique linguistique. Effectivement, c'est l'enseignement. Et donc, les jeunes générations, peu à peu, sont plus locutrices. Alors, locutrice, ça ne veut pas dire qu'elles utilisent la langue, parce qu'on peut apprendre une langue, ça a été le cas du latin. Moi, j'ai fait du latin. On va me dire, ça t'a servi? Oui, mais j'ai jamais parlé latin. Oui. Alors, on peut apprendre le basque, et puis, si dans sa famille, si dans son environnement, le basque n'est pas utilisé, ce sera un exercice scolaire plus qu'autre chose. Oui, mais puis qui véhicule tout de même des valeurs et une histoire, donc c'est toujours intéressant pour les gens de la région. Tout à fait. Et donc, par moments je suis pessimiste, par moments je suis optimiste, mais au moins sur le plan de l'enseignement, il n'y a plus un politique qui va dire que c'est jeter de l'argent en l'air. Et puis, comme on est une petite région, on est peut-être plus soudés et on a des moyens d'action peut-être plus efficaces, même si on est moins nombreux que dans d'autres régions. Oui, mais ça, on fait confiance en effet aux Basques pour être soudés et se défendre. Mais c'est vrai qu'on note, en tout cas du côté de l'éducation, ces écoles notamment qui, elles, aujourd'hui, en tout cas, ne peuvent encourager les langues régionales. Ce serait peut-être plutôt ailleurs qu'on peut voir des difficultés, peut-être du côté plus administratif. On l'a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'interdiction d'utiliser la langue corse dans l'Assemblée corse, l'interdiction de mettre certains accents sur un prénom, un accent catalan de tradition catalane française. Donc voilà, ces questions-là, c'est peut-être plus du ressort administratif, comme on l'a vu également avec le problème de la Poste tout à l'heure. Philippe Boula de Mareuil, également, vous confirmez, vous, cette impression que finalement, du côté éducatif, ça range plutôt, le paysage s'éclaircit et qu'on aurait peut-être plus de difficultés ailleurs, dans d'autres domaines pour les langues régionales? Il s'éclaircit avec la saisine du Conseil constitutionnel à propos de l'enseignement immersif. Mais ce qui est quand même saisissant à remarquer, c'est que tout ceci s'est passé au même moment où le ministère de l'Intérieur a introduit l'anglais sur les cartes d'identité françaises. Alors, d'un côté, on dit que c'est anticonstitutionnel de transmettre des langues régionales. D'un autre côté, les arguments en défense du français par rapport à l'anglais sont les mêmes
que ce que l'on impose à nos langues régionales et minoritaires. Oui, mais ça, c'est vraiment le paradoxe. Vous avez bien raison de souligner ce double temps, ce paradoxal où on voit on ne défend plus, l'État n'est plus capable de défendre la langue française, même sur sa carte d'identité, et qu'au même moment, on trouve inconstitutionnel l'utilisation des langues régionales dans ces écoles d'immersion. Ça, en fait, c'est ça. Il y a vraiment un côté paradoxal de vouloir défendre la langue française tout en la détruisant. Et encore une fois, peut-être en pointant du doigt les langues régionales comme si c'était elles qui étaient responsables du mal de la francophonie. Oui, mais il faut défendre la diversité linguistique, le français, l'anglais et les langues minoritaires, même si d'un point de vue juridique, en France, il n'y a pas de minorité, donc il n'y a pas de langue minoritaire, ça résout le problème. Bon, bien sûr. Mais comment vous expliquez, Philippe Boulade-Mareuil, que finalement, ces langues aujourd'hui ne soient pas comprises comme étant une richesse de la France et de l'identité française? C'est le paradoxe que l'article 2 de la Constitution spécifie que le français est la langue de la République. Ça, c'est depuis 1988. En 2012, si je ne m'abuse, il a été ajouté que les langues régionales font partie du patrimoine de la France, mais ceci n'impose absolument rien et ne donne absolument aucun droit, puisque aucune langue n'est reconnue. C'est une situation paradoxale et presque coloniale. Les arguments qui sont avancés nous rappellent ceux qui étaient promus au 19e siècle en faveur de la colonisation. Alors, je vais vous citer un linguiste, j'imagine que vous le connaissez, Alain Bentolila, qui avait écrit une célèbre tribune au Journal du Dimanche en 2021. Et en fait, il pose cette question, on sacrifia au nom d'un idéal républicain les langues régionales, une langue, une école, une armée. Doit-on considérer que ce fut une décision injuste et arbitraire? Eh bien, lui, il dit non, j'affirmerai aujourd'hui que ce fut au contraire une décision pertinente et éclairée. Donc, intéressant, un linguiste qui trouve ça pertinent et éclairé de sacrifier au nom d'un idéal républicain les langues régionales. Élire le français comme notre langue commune fut en effet faire le choix du rassemblement. Éduquer en français dans nos écoles fut une décision de partage culturel, d'égalité des chances. On revient au hussard noir de la République. Apprendre à défendre la nation en français fut un facteur de mixité sociale. La question que je veux poser est la suivante. Faut-il aujourd'hui tenter de redresser les torts de l'histoire? Eh bien, pour lui, non. Au nom du réalisme, de l'efficacité et de l'unité nationale, convient-il d'imposer le français comme seule langue de l'État dans toutes les écoles, les tribunaux et les institutions de la République? Et lui, il penche pour cette option-là, en effet. Voilà un linguiste qui, finalement, prône encore l'unité et au détriment des langues régionales. Jean-Baptiste Coyos, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Alors, c'est intéressant parce que je l'ai eu comme prof à l'université René Descartes, Alain Bentolila. Et effectivement, on a là un discours qui est symptomatique des gens vivant à Paris, vivant dans des hautes administrations ou dans des milieux intellectuels, mais qui ne connaissent pas la réalité des régions, puisqu'on les appelle des régions, qui vivent au Pays Basque, et il comprendra, et il sera le premier à dire que, évidemment, il faut soutenir, développer, revitaliser la langue basque. Donc ça, c'est un discours, certes, il est linguiste, il est très compétent en français et en pédagogie, voilà son domaine. C'est tout. D'accord, oui. Donc, et après, on a là un discours complètement idéologique. Évidemment, en tenant ce raisonnement, pourquoi pas parler anglais? Puisque l'anglais est utilisé dans le monde entier, supprimons le français, c'est une bêtise, une perte de temps. Voilà le raisonnement pris à l'envers. Alors Renaud de Clermont-Tonnerre qui doit bientôt nous quitter. Vous avez quelque chose à ajouter peut-être, votre mot de la fin? Tout à fait, je trouve que ce fameux linguiste dont j'ai oublié le nom dit une chose, c'est le culte de l'efficacité, qui transcende l'État, mais transcende aussi, c'est aussi bien dans les entreprises privées, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, les peuples ne vivent pas seulement d'efficacité, ils vivent surtout de poésie. Et je pense que la culture, c'est la poésie,
Et c'est ça. Et on est en train de créer un monde froid. Pas étonnant que les gens se sentent perdus. Oui, mais vous avez bien raison. C'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Renaud de Clermont-Tonnerre. Je dois vous quitter. Oui, Merci. à bientôt, maire de Plouégat-Guérand en Bretagne. Alors, on dit Plouégat-Guérand. Plouégat-Guérand, pardon, parce que je vous ai entendu me corriger, mais j'entendais mal. Bah non, surtout sur une table ronde sur les langues régionales, il faut quand même respecter les prononciations et les accents. Et je me tourne vers vous, Philippe Boula de Mareuil, concernant ces accents. Et justement, cette poésie, l'accent, ça fait partie de la poésie. Finalement, l'accent, pendant longtemps aussi, a été gommé en France. Aujourd'hui, tout comme les langues régionales, est-ce qu'on sent un regain d'acceptation de l'accent? D'abord, pour réagir là, Bentolila illustre aussi la diversité des arguments. Le sien en faveur du français langue commune, pourquoi pas? Ça n'impose pas que le français soit langue unique. Et voilà, donc je souscris pas à son propos. En matière d'accent également, on peut avancer le fait que d'un point de vue utilitariste, effectivement, ça serait plus facile pour que tout le monde se comprenne, qu'on parle tous la même langue, avec exactement la même prononciation, mais ça a été dit, mais ça manquerait un petit peu de poésie, ça serait bien triste. Donc je me fais plutôt l'avocat de la diversité. En matière de langue, en matière d'accent, il est possible que le déclin des langues régionales aboutisse à un regain des accents régionaux pour affirmer son identité, pour se démarquer. Ça reste cependant à prouver. Là aussi, on a plutôt tendance à observer une homogénéisation des usages en matière d'accent. Une homogénéisation des accents aussi, finalement. Oui. Et puisque vous étudiez les accents et les langues avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que vous découvrez de nouveau concernant ces accents, ces styles de parole? On utilise l'outil informatique à des fins de recherche pour essayer de mesurer ce qu'on arrive à percevoir en matière d'accent, par exemple. Avant ça, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on a des chances de percevoir, confronter l'imaginaire, le discours tenu, qui bien souvent surévalue nos capacités à reconnaître différents accents. Quand on mène des expériences perceptives, les résultats sont quelque peu en deçà de ce que les courants d'entendre. Et ensuite, on essaye d'objectiver les traits qui sont les plus saillants à partir de grandes quantités de données. C'est intéressant parce que moi, quand je pense à l'intelligence artificielle, justement, je pense à ce culte de l'efficacité dont a parlé tout à l'heure notre maire de Plouégat-Guérand. Culte de l'efficacité, d'ailleurs, normalisation. En général, on entend des voix très neutres. Et vous utilisez ce même instrument d'intelligence artificielle et d'algorithme pour peut-être mettre en valeur et comprendre la richesse de notre culture et de notre patrimoine linguistique, finalement. C'est intéressant aussi comme paradoxe. Mettre en valeur et à travers un site web, l'Atlas sonore des langues régionales de France, on donnait à écouter et à lire une même histoire dans plusieurs centaines de versions en langue et dialecte minoritaire. Ouais. Ah oui, ça doit être très intéressant. Jean-Baptiste Coyos, pour revenir sur le monstre froid, le monde froid qu'a évoqué Renaud de Clermont-Tonnerre, est-ce que vous avez cette impression aussi finalement qu'on arrive à une forme de normalisation générale qui nous fait oublier justement le charme des accents, le charme des langues régionales? Oui, et la poésie. Ce serait le danger, mais là où je vis, justement, je vois la diversité, je ne vois pas l'uniformité. Et donc, tant mieux pour vous. Je sais que ce danger existe, mais je ne le vis pas. Bien au contraire, moi, je consacre toute mon énergie à la langue basque. Donc, et je vis en deux langues en permanence. Voilà. D'accord. Donc, effectivement, il y a ce danger d'uniformisation, de mondialisation des cultures, etc. Mais il y a le mouvement inverse. Et moi, je suis un acteur du mouvement inverse. Oui, tout à fait. Donc, pour vous, la bataille n'est pas terminée. Au contraire, elle est plutôt en bon chemin aujourd'hui.
au moins dans mon petit coin. Oui, et alors parlons juste un instant de votre petit coin, comme vous dites, basque, puisque la langue basque n'est pas la même en fonction des provinces. Non, mais ça, c'est propre à toute langue. Le français du Québec n'est pas celui de Marseille, n'est pas celui de Lille, n'est pas. Hmm. Une langue subit des influences et puis se diversifie, entre guillemets, naturellement en fonction des besoins. Donc, effectivement, il y avait en gros 6, 7 dialectes jusqu'au 19e siècle. Et ça a été un des travaux de l'Académie de langue basque de développer un basque standard, alors que certains ont estimé un peu artificiel, mais qui en fait se développe et se diversifie. Mon basque batois, on l'appelle Euskara batois, le basque unifié, mon basque n'est pas celui d'un habitant de Bilbao, puisque lui est bilingue espagnol, moi bilingue français. Donc les langues se diversifient naturellement. On n'a jamais de langue uniforme. La seule langue uniforme, c'est la langue écrite. Oui. Et encore, on peut diversifier là aussi. Oui, parce que Donc, la langue basque, elle peut s'écrire. est uniforme, c'est idiot, à la limite. Mais alors, Voilà. parce que c'est justement un des arguments de Alain Bentolila, le linguiste qu'on a entendu tout à l'heure, de dire finalement, est-ce que c'est bien utile de réintroduire ces langues régionales dans les écoles, etc., alors que finalement elles ne sont plus vraiment parlées, elles ne servent plus vraiment à la vraie vie, donc ce seront que des langues mortes d'une certaine façon. Et là, vous montrez bien, c'est un contre-exemple total avec la langue basque. Vous dites Oui, la langue vie. Ce stade-là était atteint à un moment, c'est-à-dire que la transmission familiale était quasiment disparue et l'enseignement ne se développait pas encore. Mais là, on est déjà au stade suivant. Oui. Oui, mais... Et je répète l'argument, Alain Bentolila nous propose le français pour tous et que le français, alors moi je le redis, je lui propose l'anglais et on pourra se débrouiller dans le monde entier, on ne sera plus limité à la France. Oui, et tant qu'à faire. Concernant les lamentations sur la situation de la langue française, Louis-Jean Calvé, qui était aussi dans la même université d'ailleurs, et son équipe ont produit une étude en 2022 qui classait le français comme deuxième langue dans le monde. Alors, pas deuxième langue en nombre de locuteurs, mais en langue étant utilisée au plan international, au plan de l'écrit, au plan des médias. L'anglais étant la première. Donc, la première langue au monde, c'est peut-être le mandarin et la deuxième, l'hindi, au niveau du nombre de locuteurs. Mais ensuite, on peut analyser une langue du point de vue de sa puissance, non seulement en nombre de locuteurs, je me répète, mais aussi dans ses usages divers dans la vie de tous les jours et dans la vie moderne et dans la vie administrative, etc., etc. Et donc la langue a été classée, le français est classé deuxième. Alors on peut pleurer sur le français. Moi, je ne pleure pas pour le français. Mais surtout que le français, bon peut-être classé deuxième, mais moi je trouve que le français lui-même perd de sa richesse dans son contenu et dans son intonation. Quand on regarde quand on écoute les vieux documentaires ou les archives de l'INA, comme on a tendance à le faire. Mais moi, je dirais qu'il évolue, c'est-à-dire il perd du lexique, il perd des mots, l'accentuation varie, peut-être la conjugaison des verbes s'appauvrit, mais il s'enrichit d'autre part. Donc, ça, c'est de toujours. Les langues changent sans arrêt. Oui, donc, qu'on le veuille ou pas, on peut toujours pleurer sur le passé, elle est là et elle change. Oui, c'est la preuve qu'elle est en vie d'une certaine façon également. Oui, tout à fait. Philippe Boulade-Mareuil, à ce sujet, concernant également le français, l'accent du français, on a l'impression que le français peut être moins, a moins d'accent qu'il y a 50 ans par exemple. Moins d'intonation. Il y a une uniformisation des accents, alors qu'il peut se manifester au niveau de l'intonation ou bien de la prononciation des voyelles et les consonnes. Est-ce que le français est menacé aujourd'hui? C'est une autre question. Je voudrais citer le cas du Québec, où au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le français était donné comme menacé par rapport à l'anglais. Il y a eu un mouvement de prise de conscience, de renaissance du français, d'affirmation de l'identité québécoise, ce qui peut être aussi
un modèle, sans parler des Catalans qui ont une politique proactive en faveur de la langue catalane. Il y a des exemples comme ça qui, dans le monde industrialisé dans lequel on vit, montrent qu'il est possible aussi de faire cohabiter des grandes langues de diffusion. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Et puis Renaud de Clermont-Tonnerre qui nous a quittés un petit peu plus tôt pour cette belle table ronde autour des langues régionales qui font partie de notre identité. Merci à vous, Philippe Boula de Mareuil, linguiste, chercheur au CNRS et auteur de ce livre « D'où viennent les accents régionaux » aux éditions Le Pommier, et Jean-Baptiste Coyos, vice-président de l'Académie de la langue basque. Merci beaucoup à vous deux.